Salut à tous, c'est Axter, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Sculptris. Alors en fait je vais faire par plusieurs épisodes parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer, et donc vous êtes sur l'épisode numéro 1, et on va parler donc des bases. Alors qu'est-ce que Sculptris déjà? Alors c'est un logiciel de sculpture numérique, édité par Pixologic, qui a aussi édité le célèbre logiciel ZBrush. Et on peut considérer Sculptris comme le petit frère de ZBrush si on veut, puisqu'il a moins de fonctionnalités, mais pour découvrir la sculpture numérique, c'est plutôt mieux. Il a beaucoup moins de boutons, par exemple, que ZBrush. Et donc Sculptris Alpha, c'est une alpha, donc pour l'instant, elle est donnée sur le site. Ce n'est pas payant. Je pense pas que ça le sera, mais bon, bref, c'est gratuit et ça va nous permettre d'avoir une alternative aux outils de modélisation dans les divers logiciels 3D. Pareil, si vous n'êtes pas déteneur d'une R14 dans Cinema 4D, qui n'a pas de module Sculpt intégré, c'est pratique puisqu'en fait Sculptris s'exporte au format OBJ, donc c'est lisible par la plupart des logiciels 3D. Donc c'est plutôt sympathique ce petit logiciel que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Alors on va faire d'abord un tour de l'interface, donc ça se présente comme ça, avec une boule comme ça. Alors à gauche vous avez les types de pinceaux, les différents types de pinceaux, donc c'est un menu assez cool et design. Donc il n'y a pas beaucoup de boutons par rapport au logiciel 3D normal. Ensuite, vous avez la façon dont vous allez travailler sur la géométrie. Donc, par exemple, là, on est en symétrie. Oui, donc c'est un logiciel anglais. Là, ça va être tous les contrôles importer, exporter, enregistrer, créer des nouveaux plans. Ça, c'est un bouton de communication qui est directement relié à ZBrush. Donc, on n'utilisera pas dans ce tuto. Là, on voit l'icône de la brosse. Là, on voit la forme de la brosse qu'on va appliquer quand on sculptera sur notre modèle. On va pouvoir bouger la taille et aussi la dureté de la brosse. Donc voilà, plusieurs réglages. Ici, les détails que ça va ajouter, c'est-à-dire le nombre de polygones en gros. Voilà. Après là, on va, là il n'y a rien en l'occurrence, mais là ça va être, vous allez pouvoir utiliser des textures personnalisées pour les appliquer, et là des matériaux, puisqu'en effet ZBrush détient quand même un éditeur de matériaux. Et ce gros bouton là, Paint, ça va servir à entrer dans un autre mode d'édition de ZBrush, puisqu'il permet aussi de peindre. Voilà. Aussi, une petite indication ici, c'est le nombre de triangles. Vous allez voir qu'il va vite monter. Et en fait, c'est pas comme les logiciels 3D habituels, il n'y a pas 4 vues respectives, où on peut pas trop changer de vue comme ça. C'est en fait en fonction de l'endroit où notre caméra va être placée par rapport à l'objet, puisque quand on va se déplacer, c'est uniquement la caméra qui va se déplacer. Sculptris va nous afficher en temps réel l'endroit où nous nous trouvons. Donc front, là, on est devant, tout simplement. Donc on va voir rapidement comment bouger autour. Alors oui, j'ai oublié aussi, il y a l'outil option ici. On verra par la suite. Donc on va pouvoir bouger autour. Alors les contrôles sont assez basiques. Alors quand on clique, en fait, on voit un cercle orangé défini par la taille ici sur notre modèle 3D. Si on clique, vous voyez, on peut pas se déplacer parce que là, en fait, on va sculpter. Alors là, je le rappelle, on est en mode symétrie, d'où cette barre ici. Donc chaque chose qu'on fait ici sera reproduit de l'autre côté. Donc, on peut pas bouger le modèle 3D comme ça. Pour bouger autour du modèle 3D, puisqu'en fait, c'est pas le modèle 3D, rappelez-vous, c'est la caméra qui bouge autour. On va cliquer tout simplement à côté. Et laisser glisser vers la gauche, ou vers la droite. Voilà. Donc là, les noms des vues n'apparaissent pas. Et on peut se caler, en fait, parfaitement en appuyant sur Maj. Alors, attendez, hop, voilà. J'ai appuyé sur Maj, et hop, directement, je suis calé parfaitement front. On peut zoomer avec la molette. Voilà, à l'infini, c'est très pratique. Après c'est la base, vous appuyez, cliquez en haut, en bas, clic gauche. Que dire de plus? Après, vous laissez appuyer Maj, et la molette, pour vous déplacer comme ceci. Voilà. Hop. Donc, là c'est les différents types de mouvements qu'on peut faire.
Pour la suite, nous allons créer une nouvelle scène. Alors, pour ça, rien de plus simple, le traditionnel raccourci CTRL-N, ou alors vous cliquez ici, New Sphere. Et en fait, on va pouvoir soit ajouter un objet à la scène déjà présente, soit créer une nouvelle scène avec un nouvel objet. Donc là, on va pouvoir sélectionner si on veut resizer, donc en fait réduire ou refaire la taille qu'on désire, et le placer face caméra directement ou quoi. Donc nous allons faire tout de suite une new scène, donc les changements vont être perdus, donc ça va fermer, hein, c'est pas comme dans Cinema 4D où on vient dans fenêtre, etc. Là on fait OK. Et on va observer donc les différentes options de notre pinceau. Alors par défaut, on est en mode draw, et on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pouvoir changer la taille, plus ou moins épais, et la dureté. Donc la dureté, vous voyez ce que ça fait. Les options ici, ça en fait, c'est pour, pas adoucir, mais quand vous allez peindre, vous voyez, ça reste plus plat. Donc on va bouger pour mieux voir. Ça reste plat au-dessus, tandis que ça extrait vraiment la matière, ça sort la matière vraiment du modèle 3D, enfin, ça en rajoute, hein, puisque cet outil permet de rajouter de la matière, comme si vous collez de la matière, en plus, au modèle 3D. Et Soft va permettre, en fait, d'adoucir un peu le modèle. Voilà, donc là, ça ressemble pas à grand-chose. On va laisser en Clay pour le moment, en baissant un peu tout ceci, et on va plutôt s'attarder sur cette option, qui est l'option détail. Alors pour mieux visualiser, nous allons refaire une nouvelle scène, et nous allons passer en mode wireframe, où en fait on va pouvoir les détails du maillage sous forme de lignes. Et donc en fait, là ça compte les nombres de triangles, et vous allez voir que quand on rajoute, quand on sculpte, on va vite augmenter. Alors là, en l'occurrence, on ajoute de la matière, on déforme juste le maillage présent, puisqu'on est en détail minimum, quoi. Hein. Donc là, on bouge, on n'ajoute pas de maillage. On le voit d'ailleurs dans l'évolution des triangles sur le wireframe et dans le nombre de triangles présents dans la scène. Mais quand on va augmenter, et ça c'est valable pour à peu près tous les pinceaux, hein, ces options-là, vous voyez, Sculptrice va rajouter localement, en tout cas là où vous avez appliqué le pinceau, un nombre de triangles assez conséquent, puisqu'on vient déjà d'augmenter de carrément 4000 triangles. Alors il faut savoir que contrairement à ZBrush, et la particularité de Sculptrice, c'est qu'on n'a pas besoin de subdiviser l'ensemble du modèle 3D pour pouvoir rajouter des polygones. C'est l'avantage. Donc on peut en rajouter à certains endroits beaucoup plus. Vous voyez ce que ça fait, donc on voit bien en mode wireframe, et à d'autres endroits, juste déformer un peu la matière, toujours avec les différents modes d'application du pinceau. On va faire le tour des pinceaux, et pour cela, on va créer une nouvelle scène. On va désactiver le mode wireframe, et on va observer les différents types de pinceaux. Donc, on commence avec le crease. Le crease, qui est surtout un outil pour ajouter, par exemple, des rides, une bouche. Alors, on va augmenter la force, sinon on ne verra pas bien. Voilà, vous voyez, ça augmente une sorte de bouche, en quelque sorte. Mais il n'y a plus les options qu'on avait qui sont spécifiques, en fait, à chaque pinceau, les petites options en dessous. Ça, c'est des options générales, et après, les petites options qui sont en dessous. Le rotate, donc ça permet pas de se déplacer dans la vue 3D, hein, puisque c'est pas ces options-là, et qui va fonctionner de manière un peu spéciale. Donc vous allez cliquer, laisser cliquer, et vous allez avoir apparaître une barre, une sorte d'angle, et si vous arrivez au bout, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir tourner le maillage, pour créer des formes diverses. Alors, si vous faites global, vous allez bouger l'objet 3D, et non la caméra, puisqu'on est toujours en fonte. CTRL Z pour revenir, hein, parce que ça c'est commun à tous les logiciels. Hein. Et après miroir, en fait ça sert à créer la même chose derrière, mais ce n'est pas très intéressant pour le moment. Donc pareil, un CTRL Z, on va se replacer en face, donc on appuie sur Shift pour bien se placer en face. Le scale, c'est pour redimensionner, hein.
Donc on va pouvoir faire des gros nez. Par exemple, là on fait un peu rapidement, hein, ça ne ressemble pas à grand chose. Le fait de passer en mode global, alors je n'ai plus. Bah en fait, ah oui, il va en fait permettre de redimensionner tout l'objet. Voilà, voyez. Un peu comme l'outil T de Cinema 4D, hein, quand le raccourci T, hein, je parle, bah c'est pareil, c'est l'outil Scale. Hein. Voilà, on va se remettre en mode face. Et l'outil XYZ est spécial, puisqu'en fait, c'est en fonction qu'on monte la souris de haut en bas, qu'on aille de droite à gauche. Bon, là, en l'occurrence, ça fait assez moche. Mais je l'utilise pas souvent, cet outil, personnellement. L'outil Draw, c'était l'outil par défaut qu'on a déjà vu. L'outil Flatten, qui va permettre, en fait, de pousser un peu les géométries pour les rendre plates. Alors, on va se mettre sur le bord, par exemple, pour vous montrer. Alors, on va augmenter la taille de tout ça, sinon on va pas voir. Alors là, ça se voit pas trop, mais vous voyez, on pousse de façon contrôlée tout de même. Puisque si on... Là, ça va nous créer un petit dégradé. Alors, on va augmenter la dureté pour qu'on le voit un peu plus. Nous créer un petit dégradé sur l'angle. Voilà, donc on est toujours en mode symétrie, hein, c'est assez pratique. Et ça, en fait, c'est un outil spécial qui va, qui va lui étirer la matière vers le haut et va la rendre plate. Voilà, donc ça, je l'utilise pas énormément non plus. Donc là, voilà, hein, on peut s'amuser un peu. Alors, à chaque fois, il faut pas oublier que le mode de navigation est un peu spécial. Ça, c'est pour déplacer les polygones. Déplacer, vous voyez, de toutes les façons possibles et imaginables. C'est assez marrant, cet outil. Pareil, de façon globale, c'est-à-dire déplacer notre objet 3D. Et de façon limitée pour une action, si vous voulez, un peu plus localisée. Voilà. Donc c'est un outil assez sympathique. L'outil Inflate, qui va se référencer à l'outil Draw, mais qui va gonfler un peu plus, si je puis dire, le maillage. Voilà. Donc ça fait des petites formes sympathiques. L'outil Pinch, qui va en fait pincer, voilà, vous voyez, je lui ferme la bouche comme ça. Pincer le maillage. Et l'outil Smooth qui va lisser. Voilà, alors, Smooth c'est une base dans tous les logiciels 3D. À savoir et à noter une petite astuce, c'est que quand vous avez n'importe quel pinceau, en appuyant, donc rappelez-vous, il faut pas sortir de la vue 3D, hein, il faut être sur le modèle et voir le petit cercle orangé apparaître. Si on clique et on laisse appuyer Shift, et ben en fait ça va nous ça va nous smoother directement sans passer par l'outil pour autant. Donc c'est plutôt sympa, on n'a pas besoin à chaque fois de faire l'aller-retour. Nous allons nous intéresser aux outils dits plus topologiques de Sculptris. Alors on va passer en mode wireframe pour mieux voir comment nous allons utiliser ces actions. Nous avons ici un brush, donc c'est un pinceau. Bien que ce soit dans ces outils-là, c'est un pinceau en fait qui va réduire localement sur une zone donnée, hein, avec toutes les options spécifiques au pinceau, le nombre de polygones. Donc ça va être assez intéressant puisque rapidement on va avoir un nombre de triangles élevés et avec ça on va pouvoir les réduire localement à des zones où on n'aurait pas eu spécialement besoin d'autant de polygones. Alors il faut savoir que c'est pas magique non plus, hein. Si on enlève des polygones, ça va rendre votre modèle 3D moins précis. Mais bon, il n'y a pas nécessaire non plus qu'il y ait un nombre incroyable et incalculable de polygones, bien que les machines soient de plus en plus puissantes. Donc nous avons cet outil qui est intéressant. Nous avons ensuite l'outil Redux Selected qui en fait va réduire les polygones, mais sur toute la surface de l'objet. Donc voilà, après on va arriver à un résultat plus carré, disons-le. Et son inverse, son opposé, qui va en fait subdiviser l'ensemble de la géométrie. Mais là, on va arriver à un nombre de triangles assez incalculable et assez effarant. On a ensuite l'outil Mask.
alors que je préfère utiliser par le biais d'une brosse, par exemple Draw. Alors je vais désactiver le wireframe pour mieux vous montrer. On va bouger un peu, on va aller là par exemple. On est toujours en mode symétrie, hein, rappelons-le. Donc nous allons faire CTRL, laisser appuyer CTRL, et quand on va colorier, en gros, on va avoir une zone plutôt noire, plutôt grisée, foncée sur notre modèle. Et en fait, si on peint à côté avec n'importe quelle brush, alors on va augmenter un peu les détails pour que mieux vous voyez. Vous voyez, on ne peut pas peindre dans la zone noire, et donc par exemple ça peut faire une cicatrice ou je ne sais pas, mais ça nous empêche de peindre à l'intérieur et ça fait une sorte de sélection, comme dans Photoshop si vous voyez un peu le truc. Donc l'outil masque à ce moment-là nous permettrait, donc à l'aide d'un cercle vert, d'effacer cette sélection pour pouvoir re-sculpter dessus, mais on peut le faire directement de n'importe quel outil en appuyant simultanément sur CTRL-ALT et en laissant appuyer. Voilà, comme ça notre pinceau passe au vert et on pourra continuer et revenir peindre par la suite. Voilà. Donc on a l'outil wireframe qu'on a déjà vu. L'outil symétrie, il est important de savoir que si on veut le désactiver, c'est une opération qui n'est pas réversible. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'en fait c'est un algorithme qui copie vos mouvements de l'autre côté du trait virtuel que nous avions tout à l'heure. Donc si vous faites un détail là et que vous voulez réactiver la symétrie, eh bien tous les éléments asymétriques vont être supprimés pour qu'ils puissent calculer proprement le tout. Enfin là ils vont pas être supprimés, mais ils vont être copiés de l'autre côté. Donc je vous conseille de désactiver la symétrie. Donc CTRL Z pour revenir, hein, et donc la symétrie est activée quand on voit cette ligne grisée claire. Je vous conseille de l'activer en fin de projet, comme ça vous n'aurez pas, vous aurez une meilleure flexibilité. Un petit tour rapide des options d'exportation, etc. du Sculptris. Alors on a vu tout à l'heure la nouvelle sphère, et on peut ajouter un objet, c'est ce qu'on n'a pas vu. Add Object va nous permettre d'ajouter, alors on est toujours en mode symétrie, donc là on voit deux ronds rouges, donc la molette pour dézoomer pour avoir une meilleure visibilité, et donc rajouter une sphère à la scène déjà présente. Donc par exemple si on se met bien pile au milieu, on va pouvoir ajouter une sphère et ça va changer de couleur. CTRL Z pour revenir. Voilà, donc on peut pas dézoomer, il y a rien d'autre, il y a rien d'extraordinaire, hein. Je ne vous ai rien caché. Et pareil, on peut ajouter un plan. Donc le plan, c'est pas trop utilisé à mon avis. En tout cas, moi je l'utilise pas. Pour faire par exemple des petites parties que vous accrochez après, peut-être. Mais le plan n'est pas une primitive très complexe. Donc voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc c'est les deux seules primitives déjà présentes par défaut dans Sculptris. Alors après, vous allez donc pouvoir importer des OPJ. Alors quand vous l'importez, il faut savoir que le slider du détail va être à fond à gauche. Bon voilà, ça se fait à chaque fois, il faut savoir ça. Donc vous le mettez à droite. Et vous allez pouvoir l'exporter. Alors, il faut bien noter une chose, c'est que rapidement, vous voyez, le nombre de triangles grimpe en flèche. Donc ça grimpe énormément. Et en fonction de votre logiciel de 3D et de son mode d'affichage en temps réel, et aussi bien sûr de votre puissance niveau machine, il faut savoir que votre logiciel va sûrement avoir du mal à afficher en temps réel un logiciel 3D bien subdivisé. C'est comme quand on ajoute deux hypernorbs dans un objet 3D très complexe, dans Cinema 4D par exemple, qu'on met du smooth dans Maya, ou etc. Donc faut savoir que ça va vite ramer, et que niveau capacité, Sculptris dispose d'un maximum de environ 2 millions de polygones. Pour un seul objet, et contrairement à ZBrush qui est, je crois, à quelques dizaines de millions de polygones. Donc c'est important d'avoir cette notion-là quand vous enregistrez votre modèle haute résolution. Et puis après, les deux derniers boutons qui permettent d'ouvrir un projet Sculptris, et d'en enregistrer un avec un enregistré sous comme d'hab quoi. Alors oui, l'avantage c'est que quand vous survolez les différents onglets, vous avez la définition qui apparaît. Et là donc c'est un outil de liaison
avec ZBrush, que l'on va pas voir dans ce tuto. Mais par exemple, voilà, ça permet l'avantage, comme je l'avais dit tout à l'heure de Sculptris, de rajouter des polygones à un endroit précis, ce que ZBrush ne fait pas. Et vice versa, en utilisant bien sûr plein d'options que ZBrush fait, et que Sculptris ne fait pas, étant donné que c'est un logiciel quand même plus simple. Le panneau options, qui se trouve ici, regorge de possibilités intéressantes. Alors déjà, on voit que les panneaux dans Sculptris ont un certain design assez intéressant en partant d'un dégradé. Je trouve ça assez classe et qui fait une interface assez moderne. Alors on va commencer, donc remember the setting, ça veut dire se souvenir des settings pour la prochaine fois, donc des réglages à chaque fois que vous allez ouvrir le projet, en gros. Ça va être donc les pré-réglages seront auto-programmés si vous cochez cette option. Donc pour voir que l'option est cochée, il faut que ça s'affiche en beige. Retrouvez aussi les fichiers 3D, les éléments 3D après un crash de l'ordinateur, comme une coupure de courant par exemple. Ça peut être intéressant. Le brush spacing, alors c'est quelque chose d'assez spécial. Je vais vous le montrer directement dans le logiciel. Alors on va utiliser, hop, pour bien que vous voyez. Hop, voilà. En fait, quand on peint, c'est une succession de cercles rangés, en gros, enfin représentés, imagés par le cercle rangé, qui vont se suivre pour en suivant votre souris, votre curseur de souris ou votre tablette graphique. Alors une petite explication, c'est donc ça c'est avec un espacement pardon de 15%, et si je l'augmente l'espacement, on va aller loin, hein, en fait vous voyez là déjà on ressent un peu plus les ronds, donc on va encore augmenter pour bien voir. Voilà, vous voyez, ça fait une succession de ronds. Ça fonctionne pareil que le pinceau de Photoshop. En fait, quand vous utilisez Photoshop, le pinceau qui est rond, bah c'est une succession de ronds qui sont très rapprochés les uns des autres. Alors bien sûr, plus vous allez augmenter ce paramètre, plus les ronds vont être distants. Mais plus vous le réduisez, et plus ça devient lisse. Alors un CTRL Z pour annuler les différentes options. On revient dans le panneau options. On voit ensuite des panneaux de pression interactifs. Donc la pression, ça c'est si vous avez des tablettes graphiques. Donc si vous avez la souris, ça sert à rien de les cocher. Donc en fonction que vous allez appuyer sur votre, plus ou moins sur votre tablette graphique, la taille de votre pinceau va augmenter ou diminuer. Et pareil pour la dureté. Unify Tool Setting, c'est-à-dire que quand vous êtes dans n'importe quel pinceau, vous voyez, il y a un paramètre de taille bien défini, et quand vous allez changer de pinceau, bah, c'est pas le même. Et si vous activez cette option, bah, justement, vous allez pouvoir conserver les mêmes réglages que vous faites dans un seul pinceau aux ensembles des pinceaux disponibles dans Sculptris. Pareil, ici, une pressure sensitivity, oui, excellent anglais, qui va en fait, pareil, si vous avez une tablette graphique, augmenter plus ou moins la pression de manière interactive, donc ça peut être assez intéressant, mais avec la souris, ça change rien. Compensate Sculpting at Symmetry Line va vous permettre, donc en Show Symmetry Line, hein, donc c'est bien la ligne grise, il faut bien sélectionner ça si vous ne l'avez pas pour bien voir ce que vous faites. Comment expliquer ça? Vous voyez, en symétrie, donc attendez, on va un peu augmenter tout de même, quand on appuie, ah oui, alors j'ai laissé le paramètre, donc je remets, c'était aux alentours de 15%, il me semble, voilà, hein, peu importe. Si vous voulez, entre les deux, il faut pas que ça fasse une trop grosse déformation, et donc si on demande cette option, eh bien Sculptris va essayer de calculer le plus possible pour que ça ne... Il va essayer de compenser automatiquement pour pas que ça fasse une trop grosse déformation justement sur cette ligne de symétrie et que ça se voit trop. Donc là par défaut c'est coché. Biotif Relax Mesh, donc ça va en fonction du nombre de détails que vous allez utiliser lisser automatiquement. Pareil pour l'option suivante. Et là, c'est un slider correspondant à ces deux options. Donc bon, moi je laisse par défaut.
Free Camera, ça change pas beaucoup de la caméra de base, donc moi je l'utilise pas trop. Et l'auto-pivot, c'est quand vous laissez Shift appuyé pour justement passer, donc c'est bien pratique, ça nous met pile dans l'axe de front ou des vues. Le fauve, c'est régler la déformation en degrés, hein, c'est comme sur un appareil photo. Donc là, en l'occurrence, on laisse par défaut. Le Turntable Animation va prendre effet que en appuyant sur OK et va justement nous faire tourner, comme vous voyez sûrement beaucoup les gens font ça après avoir créé un beau modèle, ils le font tourner. Donc c'est une animation qui va faire tourner votre géométrie à 360 degrés à l'infini. Tablette navigation, c'est pour ceux qui n'ont pas de clavier et qui ne disposent que à leur disposition d'une tablette graphique. Donc ça permet d'accéder à différentes choses qu'on ne pourrait pas accéder à part avec des raccourcis clavier. Donc ça rajoute des menus. Traditionnel Sculptrice Navigation, c'est pour ceux qui avaient Sculptrice avant le rachat par Pixologic de la licence du logiciel Sculptrice, et qui avait donc des raccourcis clavier différents, puisque Pixologic a intégré les raccourcis clavier qui sont aussi ceux de ZBrush pour faciliter, si vous voulez, le travail des sculpteurs numériques. Show Symmetry Line, on l'a vu. Show Quick Help, donc c'est une petite aide rapidement qui va apparaître ici, ou le raccourci F1, qui apparaît aussi la première fois que vous lancez le logiciel. Quand vous allez exporter, je dis bien exporter, donc c'est-à-dire enregistrer votre objet en mode en .obj après l'avoir travaillé dans Sculptrice, vous allez aussi exporter en cochant cette option les normales, les vertex normales, qui sont l'orientation des faces. L'UV déformation mode, ça va vous permettre de passer en mode de déformation d'UV, qui doit être activé avant le mode Paint, donc on va pouvoir déformer l'UV des textures manuellement. Ensuite, on peut intégrer à Sculptrice un background, c'est-à-dire une image de fond, tout simplement pour le confort du travail, ou pour avoir des références bien utiles, des blueprints, etc. On va pouvoir avoir différentes options, comme le brouillard, c'est plutôt de la fantaisie à mon avis, et de la profondeur de champ. Parce que Sculptrice étant un logiciel de sculpture, il a besoin d'un logiciel 3D autre pour pouvoir avoir un rendu, si vous voulez. Il n'a pas de moteur de rendu. Vous pouvez enregistrer votre image comme dans Xanarara ou voilà, mais vous ne pouvez pas avoir un moteur de rendu. D'ailleurs, il y a une option ici qui est l'anti-aliasing. Vous pouvez l'activer. En fait, l'anti-aliasing, je ne sais pas si vous voyez sur la capture vidéo, mais c'est quand il y a des sortes de petites marches d'escalier pour vous permettre une navigation plus fluide au sein du logiciel. Mais bon, quand vous voulez faire une capture d'écran pour plutôt impressionner, on va mettre toutes les chances de notre côté, donc activer cet anti-aliasing. Vous le retrouvez souvent dans les options de jeux vidéo, je sais pas si vous avez remarqué. Ça fonctionne pareil, tout simplement. Vous allez pouvoir sauvegarder votre fond d'objet, bien que ce ne soit pas un moteur de rendu, donc ça ira bien plus vite. Donc l'image comme on la voit à l'écran avec un peu d'anti-aliasing et avec les channels de couleurs, donc le canal de couleurs et le canal alpha pour préserver la transparence. Donc vous voyez que ce menu est plutôt assez complet. On va maintenant voir une phase assez intéressante qui part donc des masques des pinceaux. Parce qu'en effet, dans Sculptrice, vous avez vu que c'est un cercle à chaque fois, on aimerait bien changer cette forme. Alors je vais rapidement faire dans Photoshop, un petit projet pour justement donner une forme à notre pinceau. Comme ça, vous aurez un petit tuto en plus. Donc voilà, c'est pas un tuto Photoshop, donc rapidement, je vais utiliser, si vous voulez, pour les explications, une brush normale avec juste peu de dureté. Comme ça, nous allons pouvoir créer un nouveau masque pour notre pinceau. Donc l'enregistrer au format JPEG, peu importe. On enregistre. Donc là, j'ai fait une petite image en 500 par 500. On revient sur notre Sculptrice et on voit ici donc cet onglet broche.
Pareil, une interface très épurée que j'aime bien de Sculptris. New, on clique, et on a ici notre masque de pinceau. Donc voilà, donc on peut en fait se créer une petite bibliothèque, pardon, de masques de pinceau. Donc il faut le sélectionner. Et alors, quand on va prendre n'importe quel pinceau, donc en fait, on va garder les caractéristiques différentes d'un pinceau, mais avec un masque différent, donc avec une forme, si vous voulez, différente, qu'on ne peut pas régler directement dans ZBrush. Donc là, si on garde, on a toujours la forme de départ, c'est-à-dire un rond qui est répété suivant le brush spacing que nous avons vu auparavant. Il faut cliquer sur Enable. On va avoir accès à des options. Donc quand on fait Enable, vous voyez, on a notre forme. Alors là, j'ai trop appuyé sur la dureté, donc vous réglez vos trucs, voilà. Donc on voit en fait, on voit pas trop là, donc pour mieux voir, on va augmenter le brush spacing, par exemple 232%, augmenter un peu la taille. Vous voyez, là on va augmenter un peu, donc après vous faites la broche que vous voulez. Donc là ce n'est plus rond, vous ne peignez plus rond. Et l'avantage c'est qu'on a différents types d'options, on a deux options. Invert, c'est-à-dire qu'on ne va plus peindre avec la partie blanche de notre calque, mais avec la partie noire, et en laissant la partie blanche plus visible, comme vous le voyez. Donc on peut faire des ceintures, des trucs, enfin plein de... c'est infini. En invertissant et en utilisant un facteur de direction. C'est-à-dire en fonction de comment vous allez peindre, voilà, vous allez faire des petites rayures par exemple, ça peut être marrant. Et rajouter de l'aléatoire, de la randomisation, comme dans Cinema 4D, du random, qui vont faire que vous allez peindre aléatoirement, ça va changer la forme aléatoirement. Donc voilà, on peut faire après des choses assez complexes et assez sympas très rapidement, avec n'importe quel logiciel d'image, ou même vous prenez l'internet des petits masques comme ça, et vous les ajoutez à votre palette, et à tout moment, on peut les supprimer. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Nous allons donc maintenant voir le module Paint. Alors, c'est un module à part entière que du module Sculpt, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il n'a pas vraiment de nom. Donc, si vous allez entrer donc en cliquant sur le gros bouton Paint, il faut savoir que cette action est irréversible. Vous n'allez pas pouvoir revenir après dans le premier module de base pour pouvoir sculpter. Donc il faut faire ça en fin de projet. Quand vous avez terminé de sculpter, vous allez peindre par-dessus. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez appliquer des coordonnées UV sur vos différents éléments, sur votre géométrie, et si vous modifiez le maillage, ce n'est pas de façon impérative que ça va réagir. Donc vous pourrez bien sûr par la suite enregistrer en OBJ, re-importer en module Sculpt, mais quand vous irez en Paint, vous aurez perdu les informations d'UV. Donc c'est important quand même comme notion à avoir. Alors une fois qu'on a terminé son travail, on clique sur le gros bouton Paint. Donc voilà, il nous explique bien qu'on ne pourra plus revenir après le painting. On va pouvoir choisir une résolution de la map de texture, de la carte de la texture, donc allant jusqu'à 2048, mais pour l'occasion, un 1024 suffira largement. Et un time mapping permet de lisser en quelque sorte les UV, mais c'est une notion que nous n'avons pas besoin dans ce tuto. Donc nous allons cliquer sur OK, et nous allons voir qu'il calcule et qu'il arrange pour créer une map en damier, qui est généralement en 3D utilisée pour le déploiement d'UV. Alors l'UV c'est le déploiement de la texture sur le mesh. Alors là, en l'occurrence là c'est une sphère, donc c'est pas très complexe, mais puisqu'on n'a pas effectué de modification sur ce modèle-là. Et en fait, là où les damiers vont être plus ou moins étirés et de tailles différentes, et bien en fait c'est là où la texture sera étirée, où le ratio du pixel sera différent du reste, où les carrés sont bien uniformes. Alors donc on se retrouve dans une nouvelle interface, qui est certes similaire à la précédente, mais qui est quand même nouvelle. Et on voit tout de suite deux pastilles colorées qui nous frappent. Et en fait, comme dans Photoshop, c'est la couleur et la couleur secondaire. Pour changer la couleur, vous double-cliquez dessus, ou même vous cliquez dessus.
Donc là, vous avez un damier, un rond de couleur. Vous allez pouvoir sélectionner vos couleurs plus ou moins sombres et plus ou moins saturées avec ce slider. Voilà, donc si vous prenez un beau rouge par exemple, un rouge clair, voilà, donc vous avez sélectionné. Donc cette fois, bon pareil, vous gardez les options de taille, de dureté. Bon, pareil, la navigation se fait pareil, exactement. Alors quand vous allez cliquer, vous allez peindre avec la première couleur que vous avez sélectionnée. Alors je vais modifier un peu ça cependant. Et si vous voulez peindre avec la deuxième couleur, vous devez laisser appuyer Alt quand vous peignez, tout simplement. Voilà, donc on est toujours en mode symétrie, puisqu'on a gardé des outils comme l'ancienne interface. Vous pouvez pareil importer un brush, comme tout à l'heure, et vous pouvez importer une texture, et c'est là ce qui va nous intéresser un peu plus, puisqu'en fait on va pouvoir peindre directement une texture, puisque les UV là sont dépliés à vif. Par exemple, une texture de Photolia. Donc j'appuie sur Cancel pour terminer, et je vais pouvoir peindre avec cette texture. Alors là c'est une texture rose je crois, donc ça risque de ramer peut-être un peu. Pareil, si vous peignez, c'est la même règle, il faut appuyer sur Enable, c'est une question de sécurité, qui a été rajoutée en plus. Alors là, c'est une grosse texture, je crois, en 4000 ou quelque chose comme ça, bien que notre map soit en 1024, donc elle va être convertie automatiquement. Mais voilà, donc quand on fait Enable, on a pareil, des options qui ont été rajoutées dans ce petit cadre-là, qui ont été tout à l'heure aussi pareil pour le brush, donc le directional, le random. Le 8 mask, en fait, ça va correspondre à une peinture dynamique sur la géométrie. Si vous voulez, si vous avez des rides, par exemple, le 8 mask va permettre de peindre que sur les bords rebondants, tandis que la cavity que sur les bords creusés de votre géométrie. On le désactive pour le moment. On va pouvoir avoir accès à des Advanced Tools, donc à des options avancées, une sauvegarde de texture, une ouverture de texture, une sauvegarde des normales relief par rapport à la lumière, une sauvegarde du bump, un export PSD de la texture, donc on va avoir pas un plan 3D sur Photoshop quand on l'ouvrira, mais un plan 2D, puisque ce sera les coordonnées UVW comme un patron, si vous voulez, un patron de couture par exemple. Vous allez après faire des modifications et l'importer, et les coordonnées vont correspondre. Donc c'est assez intéressant de pouvoir jouer avec ces Advanced Tools, comme ils s'appellent. Donc voilà, on peut peindre, on a vu de la texture avec différentes options. Les options de gauche, donc Paint Color, la couleur de base, on va pouvoir, si on a, alors on va désactiver pour vous montrer, on va pouvoir peindre totalement la sphère sans avoir à peindre, quoi. Voilà. Donc là, c'est tout rouge puisque c'est la couleur sélectionnée. Et bien sûr, ce facteur va dépendre de ceux-ci, qui vont être plus ou moins réglés en termes d'opacité, etc. Si vous cliquez sur Enable la texture, bon alors là, pareil, je crois que c'est un 4048 de résolution. Donc c'est assez... Ah non, la texture, ça ne fait pas. Donc c'est assez lent à décocher et à décocher. Alors, on va voir que quand on peint la texture, on va pouvoir aussi peindre du bump par-dessus. Alors, on va prendre une taille assez élevée, une taille de strength, un peu d'hardness, voilà. Bon, là, c'est une texture de foin un peu moche, en l'occurrence, j'avais que ça sous la main. Et on va pouvoir, grâce à l'outil Paint Bump, en suivant pareil des facteurs différents, peindre par-dessus, donc on va augmenter la taille, du bump, donc là ça se voit pas trop, mais c'est du relief, donc on va augmenter la puissance, voilà, vous voyez mieux là, là ça fait un peu moche, et on va pouvoir le peindre même à l'endroit où il n'y a pas la texture, bien sûr, puisque ça, en fait, ça enregistre les informations de texture présentes ici pour les peindre par la suite sur notre objet. Voilà pour cet outil, et là, Flatten Bump va permettre de le supprimer. Donc, je vais vous remontrer rapidement. Je mets du bump ici, et le Flatten Bump me permet, pareil avec des facteurs différents, de pouvoir
réduire le bump, donc un outil d'effacement du bump, en gros une sorte de gomme bump, assez intéressant au niveau des notions de texture. On a pareil les outils qu'on avait dans l'autre panneau, pour importer, créer une nouvelle scène, etc. Activer un masque, le cacher, etc. Donc on a déjà vu. On peut aussi avoir une panel de matériaux qui a été préédité dans Sculptris, ainsi que de HDRI, de normal, etc. de shader précis. Donc on a quand même une petite palette. On peut créer nos propres matériaux, mais ce n'est pas l'objet de ce tuto. Donc voilà, si vous voulez, vous sélectionnez, je sais pas moi, hop, voilà, vous avez un matériau spécial que vous allez pouvoir après par la suite utiliser. Donc là, on a vu que ça a changé de couleur. En fonction, pareil, de ces paramètres. On a aussi un onglet options qui est bien rempli, mais bon, il y a pas mal de choses qu'on retrouve par rapport à l'autre interface. Et après, c'est surtout des pressure sensitivity. J'arrive jamais à le dire celui-là, excusez-moi, mais par rapport à la palette graphique, des informations par rapport au bump, et par exemple, on peut combiner la couleur et le bump quand on peint directement. Donc ça peut être assez utile. Voilà, j'espère que ce premier épisode de Tuto Sculptris vous aura plu. Et qu'il vous aura été utile pour découvrir la sculpture numérique. Salut à tous, c'était Axter.